Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un film de ma jeunesse que j'ai revu voilà, à l'instant, et donc il s'agit du film Man Called Hero réalisé par Andrew Lowe en 1999. Voilà, film que j'avais, voilà, avec lequel j'ai grandi, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais gamin, et c'est vrai que là à la revoyure c'est assez compliqué. Voilà, il y a des trucs bien, il y a des trucs vraiment désastreux, je vais essayer d'en parler un petit peu. Alors donc, Man Called Hero, il a été fait en fait juste après Storm Rider, voilà le gros succès Storm Rider, voilà le film de d'Andrew Lowe qui était sorti chez HK Vidéo à l'époque, qui était un petit peu finalement moi j'aborderais comme la phase de transition du cinéma de Hong Kong, post-rétrocession. Voilà, à l'époque où le cinéma de Hong Kong était un petit, enfin, l'âge d'or est un petit peu fini, et où il y a entre-temps la rétrocession. Voilà, depuis quelques années à Hong Kong, voilà, fin 90, le cinéma américain commence vraiment à bouffer toutes les salles et toutes les entrées. Et les films de Hong Kong marchent plus autant que les films, voilà, que les films occidentaux, enfin, principalement que les films américains. Et enfin, voilà, les réalisateurs hongkongais essaient de s'aligner, en fait, tant bien que mal sur sur les productions, enfin, sur les standards des productions américaines, avec beaucoup de difficultés, parce que c'est une toute petite, c'est une toute petite ville, c'est une toute petite industrie, mais malgré tout, voilà, il y a eu une série de films qui a été fait à cette époque-là, principalement avec Ye Kin Cheng, comme c'est le cas de Man Called Hero. Il y a eu des films comme Hot War, des films comme, je sais plus, les Skyline Cruiser, voilà, où il y avait plein d'acteurs à la mode, Genix Cobb, les films comme ça, ou qui essayaient de rivaliser avec le grand spectacle hollywoodien. Et ils y arrivaient pas forcément, mais en tout cas, on sentait qu'ils c'était un petit peu une question de survie pour eux, pour les gros films, ils avaient besoin de s'aligner sur les standards américains. Donc voilà, il y a donc Andrew Lowe qui s'est démarqué à cette époque, qui avait sorti donc voilà l'un des seuls films qui est sorti en France vraiment à cette époque, on va dire chez HK. Voilà, HK avait vraiment sorti voilà Storm Rider, qui était un film très récent, hein, peut-être le plus récent qu'ils avaient sorti voilà dans toute la collection qu'on avait connue à l'époque, et qui se situe vraiment à la frontière entre voilà, le film d'animation, le manga, le jeu vidéo. Voilà, avec il commence à y avoir des scènes en images de synthèse, etc. Et où en fait le cinéma de Hong Kong, qui lui-même avait beaucoup inspiré les jeux vidéo japonais, commence à se réinspirer lui-même des vidéos japonais desquels il s'était inspiré. Enfin voilà, il y a une espèce de boucle qui revient, le cinéma de Hong Kong se cherche. Storm Rider sort, Storm Rider voilà, est une mélange entre voilà, wuxia-pian fantastique, film de kung-fu, blockbuster chinois, film en costume, et en même temps voilà, jeu vidéo et voilà, avec des inspirations d'animation japonaise. Voilà, ça mélange un peu toute cette espèce de pop culture qu'on s'est pris dans la gueule à fin 90, début 2000, avec voilà, cette espèce de gros mélange de toutes les influences asiatiques, mais avec l'arrivée des effets spéciaux numériques. Donc ça donne une espèce voilà, c'était des œuvres assez bizarres à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement normal. Ça, c'est totalement intégré. D'ailleurs, depuis pratiquement 10 ans, le modèle a changé, mais il y a eu toute cette phase de transition où ils ont essayé de faire plein de trucs, où ils ont essayé de toucher un petit peu à tout. Voilà, c'était vraiment des trucs à la mode, donc ça mélangeait voilà les trucs à la mode, les trucs traditionnels chinois. Et donc voilà, Storm Rider, c'était une histoire assez classique voilà de wuxia-pian fantastique chinois, à coups d'épée magique, de dragons, voilà, de personnages qui affrontent des dragons, de héros millénaires, etc., de grands méchants despotiques, mais le tout dans une ambiance voilà assez jeu vidéo, assez à la mode de l'époque. Et le film avait bien marché en Hong Kong. Et donc là, ils ont rempilé, donc voilà, juste l'année d'après, ils ont mis en chantier le film Man Called Hero, donc dont je vais parler aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment grandi avec ce film-là, plus qu'avec Storm Rider. Storm Rider, je l'ai vu beaucoup plus tard. Le film a plein de qualités, plein de défauts. Voilà, c'est à la fois tout ce que j'aime bien et tout ce que je déteste, notamment moi toute l'arrivée du numérique. Moi, de toute façon, dans le cinéma, m'a pas forcément fasciné. Je trouve qu'aujourd'hui, les Chinois ont tendance à faire des films de bien meilleure qualité qu'était Storm Rider, ou même ce qu'on pouvait voir à l'époque comme Tsui Hark qui faisait La Légende de Zhou,
Voilà, des films très très à la limite de l'expérimental, où ils n'avaient pas forcément les moyens de leurs ambitions, mais il y avait quand même des trucs intéressants, même si c'était assez souvent irregardable, puisque les effets spéciaux numériques ont beaucoup, voilà, de cette époque-là, de l'époque des années 2000, ont beaucoup vieilli, et c'est très difficile à regarder aujourd'hui. Voilà, mais Tomb Raider, j'avais globalement trouvé ça très cool, et ça amenait, voilà, le gros blockbuster chinois qu'on allait avoir l'habitude de voir depuis à peu près 10 ans aujourd'hui. Et donc moi j'ai vraiment grandi avec Man Coladero. Alors moi j'ai grandi avec une version coupée, parce que il y a totalement à peu près 10-15 minutes de coupé, notamment à la fin. D'ailleurs le film est assez charcuté, la version française. Alors je crois que le film avait été édité par Pathé Vidéo à l'époque, et puis je crois que c'était dans la collection Asian Star, mais je me trompe peut-être. Je l'avais trouvé dans un discount, je sais plus quel magasin, et j'avais regardé ça, et en fait je crois que à l'époque mon frère l'avait acheté parce que dans le film il y a Yuen Biao, et je crois que c'était pour ça qu'on l'avait acheté, parce que mon frère cherchait absolument tous les films avec Yuen Biao sortis en France, de quelque manière que ce soit, et du coup voilà, il était à la recherche de tous les films avec Yuen Biao. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a découvert le cinéma de Hong Kong à l'époque, de manière un peu parce que comme Yuen Biao a travaillé avec plein de réalisateurs différents, Tsui Hark, etc., on a découvert tous ces réalisateurs grâce à Yuen Biao. Et en fait voilà, c'est aussi Yuen Biao qui nous a fait découvrir ce film. Alors il apparaît très peu dans le film, il a vraiment un second rôle de luxe, voilà, il joue le rôle d'un vieux maître de kung-fu chinois, très noble, patron d'une auberge, voilà, chinoise, qui aide ses compatriotes chinois, voilà, personnage très classique. Et, euh, et donc voilà, c'est un petit peu dommage, on le voit pas suffisamment, mais de toute façon, voilà, c'est pas l'attrait principal du film, c'est juste cool qu'il soit là. Le film est assez mortel au niveau de son casting, hein, c'est un gros budget, gros blockbuster de l'époque, donc Ekin Cheng dans le rôle principal, Nicolas Tse qui joue le rôle de son fils, Christy Yang qui joue le rôle de sa femme, Chucky qui joue le rôle de l'autre personnage féminin du film, Mark Cheng qui fait un méchant, Anthony Wong qui fait son maître, Francis qui fait le grand méchant du film, qui c'est que j'ai pas cité, Elvis Tsoi qui fait aussi un espèce de, voilà, le personnage classique du traître à la nation chinoise, le personnage pleutre collabo, voilà, qu'on a pu voir dans plein de films, notamment je pense à ce personnage de La Fureur de Vaincre, voilà, voilà, le fameux collabo chinois. Il y a voilà, tout un tas d'acteurs formidables, je crois que je dois en oublier un ou deux. Il y a Chang Pei-Pei qui fait une apparition, qui joue le rôle de la mère d'Ekin Cheng, voilà, au départ, enfin au début du film. Voilà, je dois forcément, très certainement en oublier. Il y a plein d'autres têtes qu'on connaît voilà, du cinéma. Il y a Sam Lee qui fait une petite apparition aussi dans le groupe de ninja. Enfin voilà, gros film, gros budget, beaucoup d'acteurs connus, de tout, à peu près toutes les générations, comme je l'ai dit, puisqu'il y a eu une Biao, il y a Chang Pei-Pei de la génération d'avant, la génération, voilà, on va dire 90-2000 avec Ekin Cheng et compagnie, et puis les plus jeunes avec Nicolas Tse et Sam Lee. Donc voilà, ça fait voilà, l'affiliation entre toutes les générations. Voilà, je sais plus qui a signé les combats, mais malheureusement les combats sont pas incroyables. Le film de toute façon globalement est assez raté, hein, moi je trouve, parce que quand t'es gamin, ça passe bien, puisque globalement, ça reprend, en fait, on va dire que ça réintroduit le film de kung-fu classique des années 70 dans l'histoire, c'est-à-dire, voilà, je crois même que le titre original s'appelle Héros chinois, je crois que c'est ce que veut dire le titre original, donc c'est vraiment le héros patriotique chinois, qu'on retrouvera voilà, à l'appel là, qu'on retrouve à l'appel là actuellement, et mais dont il y avait voilà, une multitude de films comme ça dans les années 70, que ça soit chez Bruce Lee, chez Wang Yu et chez tout un tas d'autres films de kung-fu, La main de fer avec Lolier, etc. On va dire que c'est un petit peu un malentendu que j'ai avec parfois certaines personnes qui ont tendance à dire que moi aujourd'hui la Chine produit des films, voilà, des films nationalistes, patriotes, de propagande, etc. En réalité, ça fait partie de l'ADN du cinéma chinois, et ça faisait même partie de l'ADN du cinéma hongkongais, principalement dans les années 70, où les personnages d'ailleurs ne s'identifiaient même pas comme hongkongais, les personnages étaient s'identifiaient comme étant des Chinois.
et avec des méchants japonais, des envahisseurs occidentaux, etc. Et où le japonais, l'occidental et l'étranger a toujours été, voilà, on va dire caricaturé à outrance et humilié, mais c'est totalement logique puisque quand on connaît l'histoire de la Chine, notamment au siècle dernier avec l'humiliation, la Chine a un esprit de revanche sur toute son histoire assez tragique et toute son histoire de collaboration, de guerre civile, etc., de colonisation, etc. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, ça a créé beaucoup de films réactionnaires comme ça et patriotiques, mais c'est totalement logique en fait dans l'ADN du cinéma chinois, et ça existait, y compris même à l'époque, énormément à l'époque du cinéma de Hong Kong. En fait, c'est pas du tout un truc nouveau. Donc voilà, ça me fait assez marrer aujourd'hui quand des gens passent leur temps à dire que voilà le cinéma chinois, voilà, réintroduit le nationalisme, le patriotisme et la fierté d'être chinois. Regardez déjà celui-là, rien que celui-là, Man Coladero, même s'il a été fait évidemment après la rétrocession. Donc évidemment c'est logique, mais même avant la rétrocession et dans le cinéma de Hong Kong, il y a toujours eu ça. Ça fait vraiment partie de l'ADN du cinéma chinois, de manière générale, et y compris du cinéma de Hong Kong. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc le film, voilà, est très patriotique. Pratiquement à toutes les scènes, voilà, je pense que le film traite principalement de ça, de la revanche, voilà, des Chinois sur les Japonais, sur les Occidentaux, avec un héros chinois super balèze. Donc voilà, d'un point de vue de l'histoire, ça reprend en fait en gros les films avec lesquels on a grandi quand on était gamin, des films des années 70, et en même temps, de manière au niveau de la forme, clairement, voilà, ça veut essayer d'expérimenter des choses des années typiquement 2000, avec tous les défauts que ça comprend. Comme je l'ai dit, les effets spéciaux qui malheureusement, même s'ils étaient très impressionnants à l'époque et avec beaucoup d'ambition, notamment cette scène de fin sur la Statue de la Liberté où ils se fight et où ils détruisent la Statue de la Liberté, qui était vraiment ambitieuse à l'époque et qui était nouvelle, quoi. On n'avait jamais vraiment vu ça à l'époque. Elle a vraiment mal vieilli aujourd'hui. C'est avec tout ce qui a été fait, ce qui est totalement logique. Voilà, donc les effets spéciaux, le découpage, voilà, même des combats, le découpage des combats est assez médiocre. Euh, c'est souvent mal découpé, assez complètement haché au montage, et même en termes d'effets de mise en scène, il y a des effets c'est pour ça que j'aime pas trop moi en Ndolo généralement enfin pendant cette période-là, même y compris dans un film comme Infernal Affair, c'est que il va avoir tendance à parfois utiliser des trucs de mise en scène, mais qu'on utilisait de toute façon déjà dans les années 2000, assez expérimental, parce que on passait à une autre manière de filmer avec d'autres outils. Donc les réalisateurs de l'époque essayaient de faire des trucs avec voilà, des effets de réal que je pourrais même pas nommer parce que techniquement j'y connais rien, mais des trucs qui ont assez mal vieilli en fait, typiquement des années 2000, et qui ont assez mal vieilli. Donc voilà, c'est le genre de film hybride, voilà, où le cinéma chinois, puisqu'il s'agit, voilà, on peut presque, enfin, on est toujours dans du cinéma de Hong Kong, mais on est aussi, on pense, voilà, au retour du cinéma chinois et de la Chine dans Hong Kong déjà, au moment de faire ce film. Et donc et on pense aussi, voilà, au blockbuster américain. Donc c'est vraiment une période charnière du cinéma de Hong Kong qui se cherche, qui n'a pas tout à fait choisi l'axe Chine, voilà, qui lorgne un peu du côté des États-Unis, mais en même temps, à cette époque-là, la Chine n'était pas encore voilà, la puissance de feu cinématographique qu'elle est aujourd'hui. Donc le cinéma de Hong Kong en fait puisait un petit peu dans son passé glorieux, mais qui était fini, quoi, qu'à cette époque c'était déjà un peu fini, mais il y avait encore des petites traces et des savoir-faire et une souche un peu vitale qu'on pouvait récupérer de cette époque-là, et en même temps, ils savaient pas trop où ils allaient. Ils savaient pas trop s'ils devaient aller du côté de la Chine ou du côté du cinéma américain, donc ils étaient encore un petit peu entre les deux. Donc ce film symbolise vraiment ça, c'est assez foutraque au final. C'est assez mal foutu. Globalement, le film est vraiment pas réussi. Mais à l'époque, pour un petit gamin qui découvrait le cinéma de kung-fu, qui découvrait toute cette période-là, voilà, ça marchait plutôt pas mal, donc ça peut peut-être encore marcher chez certains d'entre nous,
ou si vous voulez montrer ça, voilà, à vos gosses ou à un public plus jeune, ça peut fonctionner. Je trouve quand même que le film par moment a des côtés assez cool et assez fun. Voilà, on a vraiment l'impression de regarder un kung-fu wuxia cinéma de Hong Kong mélangé avec une bande dessinée japonaise et des jeux vidéo, voilà, avec des cinématiques de jeux vidéo. Voilà, c'est très particulier, ça correspond vraiment à une époque où le cinéma se cherchait même globalement, je trouvais. Il y avait toutes ces technologies qui arrivaient, il y avait les jeux vidéo et puis toute cette imagerie d'animation, d'asiatique, manga, etc. qui débarquait. Donc c'était un peu difficile de trouver une identité dans tout ce bordel à l'époque. Et donc je peux comprendre que ces films soient un petit peu foutraques en définitif. Et il l'est clairement. Hein. Il l'est clairement. Il est à la fois, comme je vous dis, super classique. Des trucs qu'on a vu 1000 fois dans 1000 films patriotiques chinois des années 70, et en même temps hyper bizarre et foutraque en termes de mise en scène et de manière de faire le film de manière formelle. Donc c'est assez particulier, mais c'est une œuvre que je trouve, voilà, c'est un film intéressant et voilà, je vous déconseille de le revoir en VF. Essayez de vous procurer plutôt la version longue, voilà, cantonaise, qui doit durer à peu près 2 heures, je crois. Parce que c'est quand même un très très gros film, hein, comme je l'ai dit. C'est un très très gros blockbuster. Je crois qu'il n'a pas vraiment marché à l'époque. Je crois que Storm Rider avait beaucoup marché, et celui-là n'a pas tellement marché. Donc voilà. Et enfin, il y a encore un petit dernier truc, c'est que je crois, alors là, il y a toute une mode de films chinois, là, les Chinois voilà, continentaux, là, refont absolument des remakes de tous les films hongkongais de l'époque, pour le pire ou pour le meilleur. Hein. Moi, globalement, je vous avoue que je suis pas ultra fan, en fait. Moi, j'aime beaucoup les gros films chinois, les plus gros, mais tout ce qui est de la petite série B chinoise, où ils refont les films, ils refont les Mister Vampire, ils refont les Green Snake, ils refont tout ça. Finalement, moi, je trouve pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens enfin, ça peut plaire à beaucoup de gens, et d'ailleurs, tant mieux. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est plutôt cool, et ça relance vraiment l'industrie, et ça apporte encore cette espèce de kiff qu'on avait de voir tous ces films. C'est un peu les nouveaux vidéoclubs, quoi, tous ces films de streaming, voilà, où ils refont des remakes de films hongkongais. Moi, je suis un peu moins fan. Je cours pas après, même si j'avoue que moi, je boude pas d'en regarder quelques-uns de temps en temps, mais je cours pas forcément après. Je préfère regarder mes films de Hong Kong. Par contre, voilà, j'avoue que peut-être que je regarderai parce qu'ils vont faire un remake de Man Called Hero. Le film déjà est déjà adapté d'une bande dessinée chinoise, le film de 99 là dont je parle aujourd'hui, mais il y a aussi, voilà, un remake chinois là du continent qui est déjà sorti ou qui va sortir, je sais plus. Je crois qu'il est déjà sorti, et peut-être que voilà, je suis assez curieux de le voir du coup pour comparer les deux versions, parce que là ça peut peut-être apporter quelque chose de nouveau. Du coup, comme là voilà, le cinéma chinois aujourd'hui sait à peu près où il en est. Le cinéma de Hong Kong, etc., a été un petit peu digéré par le cinéma chinois, donc c'est beaucoup plus enfin, les lignes sont beaucoup plus claires aujourd'hui. Alors évidemment, moi, je vais préférer Man Called Hero de 99 parce que il y a tous ces acteurs que je connais, avec lesquels j'ai grandi, tous ces metteurs en scène, tout ce style, cette époque. Moi, je suis né en 87, donc voilà, c'est mon époque, ce sont mes acteurs, c'est tout ça, mais donc je vais pas retrouver ça dans la version chinoise récente. Mais peut-être que je verrai un meilleur film ou un truc un peu plus, à défaut d'être mieux, peut-être un peu plus logique, un peu plus ancré dans voilà, quelque chose de plus stable et de plus équilibré. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, je pense que je vais jeter un œil à cette version. Voilà, j'ai fait 20 minutes là-dessus. J'avais quand même pas mal de trucs à dire, mais voilà, finalement. Voilà, une petite déception parce que j'avais vraiment des bons souvenirs du film à l'époque. Alors, quand même, faut quand même dire que le film a un gros budget, donc la production design, les décors, les costumes, ça c'est assez beau. La musique est très belle. Et la musique est très bien, et j'aime beaucoup aussi le générique du début et de fin avec des images de la bande dessinée, une musique assez épique qui ressemble d'ailleurs, qui est assez proche de celle de Storm Rider. Et il y a un générique, voilà, de début et de fin, des génériques de début et de fin qui sont très très cool et qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup marqué à l'époque.
et qui va imprimer ma rétine à tout jamais, et mon imaginaire en tout cas global du cinéma chinois. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Vive le cinéma de Hong Kong, vive le cinéma chinois, et prenez soin de vous. Bye.